Bonjour à tous. On va démarrer du coup. Voilà. Donc aujourd'hui, on est là pour plutôt parler autour du cloud et intégrer tout ce qui est notion d'automatisation et de sécurité. On est plus là dans un mode de sensibilisation, de bonnes pratiques que d'ateliers techniques ou autres. Donc l'idée, c'est d'apporter notre vision sur ces sujets-là. Donc aujourd'hui, beaucoup d'organisations utilisent du cloud, qu'on le veuille ou non. Aujourd'hui, on a des usages autour de la messagerie, du stockage de documents, dans le cas d'utilisation d'applications métiers. Mais on n'a pas cette image de dire, en fait, j'utilise du cloud alors que forcément, on en utilise. Aujourd'hui, en Europe, il y a 90% des entreprises qui utilisent du cloud sans le savoir. Et dans ces entreprises-là, elles n'ont pas construit une stratégie en amont. Elles n'ont pas posé le sujet de se dire est-ce que je dois préparer quelque chose de particulier pour aller dans le cloud? Est-ce que je dois avoir une démarche spécifique? Pourtant, le cloud aujourd'hui apporte des avantages qui sont indéniables. Donc, au travers d'une étude qui a été menée, on voit certains points, certains avantages qui sont assez intéressants. Dans un premier temps, ça apporte de l'agilité en fait, à la fois sur les équipes opérationnelles côté informatique, mais aussi sur les équipes métiers, les équipes digitales. Ça apporte de la disponibilité. Aujourd'hui, quand on propose une application, elle se doit d'être disponible de manière assez forte, parce qu'on met en place de la mobilité, on met en place des gens qui peuvent travailler aussi en dehors des heures ouvrées. Donc on a besoin d'avoir une disponibilité assez forte de ces applications. Et on a besoin de provisionner vite, plus vite qu'avant. C'est-à-dire quand on veut lancer un service, on ne peut pas se permettre d'attendre 3, 4 mois, 6 mois de pouvoir lancer parce que j'ai pas mes équipements, j'ai pas mes infrastructures qui sont prêtes à accueillir ça. Côté métier, il y a une plus-value qui est assez importante, c'est l'accélération du TTM, donc du time to market. Donc aujourd'hui, on sait accélérer la mise en production de nouvelles applications. Donc ça, c'est très orienté côté métier. On sait répondre rapidement aux besoins du client. Le client a un besoin, on sait lui apporter une réponse plus rapide que c'était avant. Et quand c'est bien géré, on le verra juste après, on arrive même à avoir une réduction des coûts, avoir une stabilité des coûts, on va dire, côté métier. Mais malgré ces avantages et ce que ça peut amener aux entreprises, on a quand même aujourd'hui des retours arrière qui se font. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des organisations qui sont allées vers dans du cloud, mais qui sont revenus en arrière pour différents sujets. On en a listé 3. Il y a le premier qui prend le plus de place, c'est la maîtrise des coûts. Aujourd'hui, on a beaucoup d'entreprises, d'organisations qui sont allées dans du cloud et qui font marche arrière parce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas de maîtrise des budgets. Ça s'envole, ça s'enflamme. Il y a une autre partie qui est sur l'expertise que ça nécessite quand on va dans ces environnements-là aujourd'hui. On est sur des sujets qui sont nouveaux, qui demandent de l'expertise particulière. Et aujourd'hui, quand une organisation décide d'aller dans du cloud, il faut aussi accompagner ce changement-là. Et puis, il y a la partie sécurité, parce qu'il y a des failles de sécurité qui sont de plus en plus présentes aujourd'hui, que ce soit sur des environnements complètement traditionnels qu'on pouvait connaître ou sur des environnements en cloud. Mais sur le cloud, on peut être amené à avoir une surface d'exposition qui est plus importante parce qu'on est dans un milieu public. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui le cloud c'est à la fois une opportunité puisque ça apporte des avantages, des bénéfices à la fois pour les équipes opérationnelles côté IT, mais également pour les métiers. Aujourd'hui ce qu'on constate clairement quand on va chez des clients, le besoin du cloud vient vraiment du métier et c'est le métier qui pousse pour y aller justement pour apporter ce qu'on a présenté juste avant sur notamment la partie accélération du TTM, du time to market. Mais du coup, c'est aussi un défi, puisque quand on va dans le cloud, il faut bien se préparer sur ce sujet, d'aller dans ces environnements-là. C'est pourquoi aujourd'hui, on est plutôt là pour vous expliquer notre vision sur comment on pourrait construire sa stratégie. Et quand je dis sa stratégie, c'est chaque organisation, chaque entreprise aujourd'hui doit avoir sa propre stratégie, ce qui est important. Donc on va explorer 3 points. C'est comment on a une stratégie qui est adaptée à son contexte.
Ça, c'est quelque chose de très important à prendre en compte. On ne peut pas faire comme le voisin fait quand on va dans le cloud. Ce n'est pas parce que le concurrent est dans le cloud, il a utilisé cette démarche-là ou il a utilisé ces solutions-là que c'est adapté à vous. Donc il faut vraiment avoir une stratégie complètement adaptée. Le deuxième, c'est tout ce qui est optimisation. Le cloud aujourd'hui permet d'apporter ces sujets-là d'automatisation, ce qui apporte de l'optimisation. Et donc du coup, on améliore les performances, les disponibilités, et comment on intègre aussi toute cette partie cybersécurité dans ces environnements-là. Et puis le dernier point qui est la partie anticipation. Quand on va dans le cloud, il faut aussi anticiper, et ça passe par plusieurs étapes pour pouvoir réaliser cette anticipation. Alors pour se présenter rapidement, moi je suis Julien Tchoulot, je suis le directeur technique dans la société Scaife. Scaife, ça sera présenté juste après. On est à peu près une trentaine de personnes, mais la structure elle est composée de beaucoup d'équipes techniques. Donc aujourd'hui, j'accompagne les équipes techniques sur cette partie stratégie technique, et en parallèle de ça, j'accompagne aujourd'hui les entreprises de la région et certaines en France sur la partie cybersécurité en apportant du conseil, en les accompagnant sur la partie gouvernance et conformité, notamment avec les sujets qui arrivent très prochainement. Et en France, dans 2 jours, on a une nouvelle directive qui arrive qui s'appelle NIS 2, pour ceux à qui ça parle. Allô? Oui, excusez-moi. Alors bonjour, moi je m'appelle Hakim Rachidi, je suis directeur général de Scaife, fondateur de Scaife il y a bien de 5 ans. Et puis j'ai un rôle technique qui est architecte cloud, donc j'accompagne effectivement nos clients stratégiques dans leur transition vers le cloud en trouvant effectivement la bonne méthodologie adaptée à leur contexte. Voilà. Alors Scaife, aujourd'hui, c'est une entité qui est, c'est une spin-off d'un groupe qui s'appelle AODB, Alliance of Digital Builders, qui regroupe plusieurs acteurs dans le digital. Et Scaife apporte cette compétence des aspects cloud, cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous, on propose nos services sous 3 pans. Le premier, c'est ce que nous, on va appeler le full DevOps. Vous entendez souvent parler de DevOps. Nous, on a décidé de parler de full DevOps. Alors le full DevOps, c'est quoi? C'est des personnes qui sont en capacité, en tout cas des techniciens qui sont en capacité de parler à la fois applicatif et infrastructure, c'est-à-dire réseau. Donc, qui sont capables, effectivement, quand on parle de full stack, de traiter toute la chaîne 360. Parce que vous verrez que c'est un enjeu majeur dans la transition vers le cloud. La partie cloud et data center, parce qu'on a une expertise forte sur l'utilisation des plateformes cloud, la maîtrise des métiers, des composants, des services. Et la data center, parce que effectivement, Scaife a une particularité, c'est qu'on maîtrise à la fois le cloud et l'infrastructure, mais dans l'objectif de créer une continuité des infrastructures physiques de nos clients vers le cloud, pour pas que le cloud ce soit effectivement une nouvelle entité, une verrue dans l'organisation de l'entreprise. Et effectivement, la cybersécurité, parce que la cybersécurité, c'est un enjeu majeur. Et comme l'a dit Julien, quand on va sur le cloud aujourd'hui, alors c'est pas qu'il y a effectivement plus de surface d'attaque, c'est que le cloud est tellement facile d'accès qu'on va potentiellement utiliser des services, mettre en place des services, créer des choses sans en maîtriser les tenants et aboutissants. Aujourd'hui, quand on est sur du data center on-prem, eh ben, il y a eu un gros travail en amont fait par des ingénieurs système, des ingénieurs réseau qui ont mis en place toute une infrastructure sécurisée pour vous. Dans le cloud, c'est plus facile en fait. Je peux provisionner une machine virtuelle avec une IP publique et hop, j'ai créé effectivement un point d'attaque. Je peux utiliser des services externes, des services lambda, ce genre de choses qui sont effectivement ouverts à Internet. Donc il faut effectivement traiter ce sujet, et puis Scaife le fait pour nos clients. Alors on a un programme de recherche qui est on a un programme de recherche qui du coup dans lequel on documente effectivement comment utiliser ces 3 métiers, et c'est effectivement ce qu'on appelle le Cloud Performance Framework. Aujourd'hui on est spécialisé et on est partenaire de plusieurs grandes entités, on en a mis quelques-unes ici, Fortinet, Cisco sur la partie réseau network, AWS, Azure, Scaleway et puis d'autres sur lesquels effectivement on travaille beaucoup pour répondre à des problématiques spécifiques.
Alors, on est effectivement 30, on est une trentaine, hein, avec 70% de techos. Dans le groupe AODB, on est effectivement 250 personnes. Donc, on est capable d'aller chercher des compétences complémentaires pour répondre aux enjeux de nos clients. Alors, voilà pour Scaif. On va rentrer dans le sujet. Alors, pourquoi il faut adopter une stratégie cloud personnalisée ? Alors c'est tout simple, c'est qu'il faut effectivement aligner la réponse avec les besoins métiers. Aller dans le cloud, c'est cool, mais pourquoi je veux aller dans le cloud? Quels sont mes besoins? Qu'est-ce que je cherche à optimiser? Qu'est-ce que peut apporter le cloud au métier? Donc c'est une réponse sur laquelle il faut travailler, hein. Optimiser vos coûts et vos performances, c'est-à-dire on a beaucoup de clients et c'est vrai que c'est un enjeu majeur à côté de la sécurité, les coûts. On a beaucoup de clients qui font du rollback à cause de ça. Tous les clouders ne se valent pas en fait. On a des clouders qui vont nous permettre d'optimiser quelque chose dans l'entreprise et on a des clouders qui vont nous permettre d'optimiser les coûts d'effectivement un sujet dans l'entreprise qu'on verra tout à l'heure. Donc effectivement, on a des réponses diverses et variées. Il faut effectivement apporter la bonne réponse. C'est pour ça qu'on parle de plus en plus de cloud hybride parce que on ne peut pas faire exactement tout ce qu'on veut sur chaque clouder en obtenant les bonnes réponses. Il faut effectivement s'assurer que le clouder choisi, ou en tout cas la technique et le point de migration, soit compatible avec la conformité de l'entreprise. Quelles sont les contraintes réglementaires de l'entreprise que l'on doit respecter. Et effectivement, travailler la sécurité dès le début. Parce qu'en fait, c'est pas quand on a livré toute une infra complexe sur le cloud qu'il faut se poser la question de j'avais pas prévu que j'avais des points d'attaque de partout. L'idée, c'est vraiment de structurer l'approche cloud, la sécurité de l'approche cloud dès le début. Là, on a des frameworks aujourd'hui qui existent. On appelle ça souvent les Well Architect Framework, donc chaque clouder explique un peu comment lui il voit les best practices de la sécurité sur son cloud. Donc il faut effectivement avoir une stratégie autour de ça. Une problématique qu'on voit aussi, c'est sur la partie sécurité, c'est que nos clients ont déjà une sécurité en place. Ils ont déjà des mécanismes, des systèmes en place pour gérer la cybersécurité dans leur infrastructure. Alors pourquoi, quand on va sur le cloud, on leur crée une nouvelle verrue? Pourquoi on ne crée pas une continuité à tout ça? Donc c'est vraiment ce qu'il faut voir sur la partie stratégique, c'est comment créer cette continuité et pas créer de rupture avec les équipes techniques. Alors comment on fait ça? On fait effectivement une analyse des besoins métiers qu'on va prioriser en fonction de la stratégie de l'entreprise. Quel est l'objectif de l'entreprise? Qu'est-ce qu'il faut atteindre d'un point de vue métier? Quels sont les besoins techniques en termes d'infrastructure, en termes de ce qu'on a besoin pour les années à venir. Est-ce que peut-être qu'il y aura peut-être une réduction de matériel, ou peut-être on n'est pas obligé de tout lift and shift parce qu'on veut utiliser des services SaaS, beaucoup plus de services SaaS, etc. Donc il y a vraiment une analyse des besoins techniques à réaliser. Le troisième point, c'est effectivement la conformité, j'en ai parlé tout à l'heure. Et le quatrième, c'est quels sont les résultats attendus. Est-ce que je viens chercher de la flexibilité? Est-ce que je viens chercher de la scalabilité, de la disponibilité? Est-ce que je viens chercher des services innovants sur les clouders? C'est tout ça qu'il faut effectivement analyser, et du coup sur ces 4 points. Alors comment choisir le bon fournisseur cloud? Alors je vous ai mis ici j'ai mis quelques fournisseurs cloud. On a les 3 premiers que vous voyez dans la liste qui sont hyper connus. Rapidement, en fait, AWS, c'est le leader du serverless. C'est-à-dire si aujourd'hui vous cherchez à mettre en place des services non managés, managés par AWS et en serverless, c'est-à-dire sans gérer le matériel, c'est AWS qui est aujourd'hui le leader du marché. Ils sont vraiment très bons là-dessus. Par contre, ils ont une grosse problématique, c'est la gestion des coûts. Quand on va sur AWS, on découvre qu'en fait, in fine, on ne paye pas que la machine qu'on a provisionnée, mais on paye aussi les flux sortants et entrants. C'est-à-dire ça va dépendre aussi de votre trafic, de votre besoin métier. Et puis même au sein des différentes zones de disponibilité sur AWS, les sont aussi facturés. Donc ça devient hyper complexe et il est très difficile d'anticiper les coûts sur AWS. Alors on a une technique qui permet de le faire, mais c'est vraiment un point à prendre en compte dans votre démarche.
Azure, eux, très fort dans l'intégration des systèmes Microsoft. Souvent, les grands comptes ont déjà des Active Directory en place, ils ont déjà des choses en place sur Azure, donc ils imposent de facto ces clouders, mais qui ne sont pas forcément la bonne réponse pour le besoin métier. Avec une problématique aussi sur la partie réseau, mais elle est moindre, parce qu'on on a moins cette problématique de facturation quand les services discutent entre eux au sein de la plateforme. Et après, on a Google Cloud Platform qui, eux, sont un peu leaders sur la partie IA, sur la partie data, mais qui a une plus faible part de marché. Souvent, on a les entreprises du retail ou du transport qui utilisent beaucoup Google, c'est ce qu'on a pu constater. Et après, on vous a mis un outsider chez nous, on l'aime bien parce que c'est un clouder français, Scaleway, qui se rapproche beaucoup plus de ce que est capable de proposer des plateformes comme AWS Azure, avec beaucoup moins de services, mais ils sont dans l'ADN des hyperscalers. Alors là, ils sont intéressants parce que, c'est souverain, ils sont en France, ils proposent effectivement des régions en Europe, mais c'est un acteur français. La maîtrise des coûts est hyper facile sur ce clouder-là, parce que en fait, soit les coûts sont très faibles, soit ils sont inexistants. Et puis, ils sont vraiment en croissance sur la partie service. Je vous invite à tester si jamais vous voulez vous cherchez une plateforme de ce type-là. Mais effectivement, du coup, on a d'autres acteurs, on a des clouds souverains, on a d'autres clouds souverains comme Outscale, je peux en citer plein d'autres, mais on a plein de plateformes cloud qui existent, mais qui offrent effectivement des services qui pourraient être plus ou moins similaires, mais qui n'ont pas effectivement la panoplie de ce que pourraient proposer les hyperscalers. Donc, comment bien choisir son bon fournisseur, je vous ai remis du coup une grosse une comparaison grosse maille entre les clouds souverains et les hyperscalers. Alors dans les hyperscalers, il y en a un qui se démarque en ce moment qui s'appelle OCI, Oracle Cloud Infrastructure. Ils se démarquent pourquoi? Parce qu'ils ont un gros volume de services, mais eux ils sont pas, on est toujours soumis au Cloud Act avec ces clouders-là. Mais ils ont fait un gros effort sur la partie coût. Donc c'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui, les infras qu'on pose sur OCI, on est en capacité, donc pour nos clients, de maîtriser beaucoup mieux les coûts comparé à de l'AWS et du Azure. Et les coûts sont assez enrangeants. Donc, comme c'est le dernier venu, ils ont fait beaucoup d'efforts là-dessus. Et donc ici, je vous ai mis des points de comparaison. Mais grosso modo, ce qu'il faut comprendre, c'est plus facile de maîtriser les coûts sur des clouds souverains. Alors que sur les hyperscalers, on galère pas mal à anticiper les besoins, surtout quand on ne connaît pas l'application. Ou en tout cas quand on ne s'est jamais interrogé sur les communications de tous nos microservices et tous nos échanges internes. Et par contre, leur avantage, c'est la scalabilité, la possibilité de fournir une machine à la seconde. Les hyperscalers sont hautement disponibles by design. Quand tu veux faire de la haute dispo sur un clouder souverain, c'est hyper complexe. Alors on met un autre data center à 500 mètres, il est actif-passif, je sais pas, mais de toute façon je paye le matos quoi qu'il arrive. Enfin, on a des problématiques de ce type-là qu'on n'a pas sur le cloud. Donc c'est hyper cool sur la partie dispo. Et, mais par contre, si on sait bien analyser les coûts de la globalité, on s'y retrouve quand même pas mal chez les hyperscalers. Julien. Donc une fois qu'on a choisi son environnement cloud, on va dire son clouder, il y a des réflexions qui sont à avoir autour de ce qu'on ramène dans cet environnement-là. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que les entreprises, les organisations, elles opèrent ce qu'on appelle le lift and shift. Donc ils prennent ce qu'ils ont chez eux en interne et puis ils le mettent dans le cloud. Cette démarche-là, elle est bien pour démarrer, mais si elle reste comme ça, c'est voué à l'échec le fait d'aller sur du cloud. Parce que vous allez avoir des problématiques de performance, mais aussi des problématiques de coût. Et donc il y a un enjeu qui est crucial quand on va sur ces environnements-là, c'est la modernisation des applications. Donc pour faire ça, il y a plusieurs étapes où il y a une seule et même étape. Ça dépend de la situation, de la dette qu'on peut avoir sur l'application qu'on souhaite déporter. Il y a tout ce qui est replatforming. Qu'est-ce qu'on fait là? C'est en fait on prend une application qui est dans un modèle traditionnel et puis on opère quelques modifications pour qu'on puisse l'emmener vers un environnement cloud. Typiquement,
un environnement web qui est traditionnel sur des serveurs qu'on a, ben on va les mettre dans des microservices pour qu'on puisse les déporter dans le cloud et qu'on puisse commencer à bénéficier de certains services opérés par ces providers. Il y a l'autre sujet qui est le refactoring. Là, on prend une application et on la redéveloppe complètement pour qu'on puisse utiliser l'ensemble des services qui sont mis à disposition par les clouders. Donc avant, Hakim a expliqué rapidement la partie serverless, la partie conteneurisation. Donc serverless, c'est j'utilise des services chez un clouder sans avoir la notion d'infrastructure. Donc d'avoir du CPU, de la RAM ou du disque, c'est pas mon problème. Moi, je vais utiliser un service qui est mis à disposition par ce clouder-là. Et c'est là qu'on rentre en fait dans des bénéfices d'aller dans du cloud, parce qu'on va avoir cette partie flexibilité, cette partie performance, résilience, et qu'on va pouvoir maîtriser les coûts. Mais ça nécessite, pour arriver à cet état-là, de réaliser cette modernisation. Donc ça, c'est un point important. C'est pas je prends ce que j'ai, je l'emmène dans du cloud et puis je le laisse tourner. Ça marchera pas dans le temps. En fait, dans le temps, on va avoir des problèmes, comme je l'ai évoqué, de performance et de coût. Ouais, je vais peut-être rajouter quelque chose. Je suis complètement d'accord avec ça. En fait, les 15% qu'on a vu au départ là, sur les échecs de migration du cloud, c'est quasi systématiquement le problème. C'est bien ça. C'est les entreprises qui font du lift and shift, donc elles sont accompagnées par des gros acteurs qui font effectivement du déplacement de VM sur le cloud, qui récupèrent la partie factu, qui récupèrent grosso modo, qui fait le travail grosse maille, et puis qui s'en vont et qui laissent le client avec sa facture et puis ces systèmes qui tournent sur le cloud. Ben, on vous a fait du lift and shift, vous êtes sur le cloud, c'est super cool. En fait, ça, c'est mauvais parce que ça ne marche pas. Généralement, les clients reviennent en arrière. En fait, il faut absolument opérer cette modernisation. Et d'ailleurs, nous, on l'évangélise beaucoup, mais il n'y a pas nous qui le font, c'est même les clouders eux-mêmes qui le disent. C'est-à-dire que quand vous regardez les frameworks de migration des clouders, parce qu'elles proposent des démarches, la première phase, c'est effectivement la partie lift and shift, donc on déplace les machines, mais la phase la plus importante du déplacement, enfin du move to cloud, c'est la partie modernisation. La lift and shift, c'est hyper simple. On utilise des outils qui nous font des migrations de VM, on met en place un réseau, on met en place une structure avec toute la partie sécu, etc. C'est pas le truc le plus complexe. Le truc le plus complexe, c'est vraiment la partie modernisation, parce qu'elle va demander beaucoup de choses. Elle va demander à la fois à vos équipes de s'adapter à cette nouvelle technologie. Donc il y a un vrai travail, hein, on va en parler tout à l'heure. Et du coup, demander du temps à l'entreprise, de l'investissement à l'entreprise pour s'intégrer. Donc le ROI n'est pas direct en fait. Il y a beaucoup d'investissements à faire au préalable pour ensuite obtenir un ROI pour l'entreprise. Avec effectivement la montée en compétences des équipes, etc. quoi. Donc cette phase modernisation, c'est la plus cruciale quand vous faites du move to cloud. Et pour ça, il faut vous faire accompagner d'acteurs qui sont à la fois en maîtrise de la partie applicative d'infrastructure, sinon elle n'est pas en capacité de vous donner les points clés à travailler sur votre écosystème. Voilà. C'est pour ça qu'avant, on disait le point de retour aussi arrière, souvent c'est la partie expertise. Et il faut savoir mêler les deux expertises qui sont à la fois la partie développement, ce qu'on appelle dev, et puis la partie opérationnelle, infrastructure, ce qu'on appelle ops. Et là, du coup, on arrive sur la terminologie du DevOps. Et donc, sur cette partie DevOps, là, il y a certains acronymes, des gros mots souvent qu'on peut entendre, qui commencent à arriver de plus en plus quand on parle de ces sujets-là, qui est la partie infrastructure as code, hein, qu'on dit l'IAC. Donc là, ce que c'est, en fait, je ne sais pas si tout le monde est familier avec ces termes, mais pour résumer ce que c'est aujourd'hui, quand on construit une infrastructure, on va l'écrire au travers de fichiers de configuration. On va l'écrire, ce qui va permettre de déployer une infrastructure, de déployer des ressources au travers d'un fichier de configuration. Et donc, du coup, on va gagner beaucoup de temps. Elle va respecter aussi des standards qu'on souhaite appliquer dans l'entreprise. Et donc là, on en vient aussi avec la sécurité. C'est-à-dire qu'on va définir des standards de sécurité, des bonnes pratiques. Et au travers de cette méthodologie, cette partie infrastructure as code, on va définir ce process-là et on va l'appliquer. Ce qui veut dire aussi que quand on est dans ce modèle-là, demain, on a besoin d'avoir un plan de reprise d'activité sur certaines applications, sur certains pans de mon système d'information. Grâce à ce sujet d'infrastructure as code, je sais remonter en quelques minutes
le même environnement chez un autre cloud provider. Donc ça, c'est tout ce qu'on. Là, on parle d'automatisation. Il y a le deuxième pan qui est la partie CI/CD, qui là concerne plutôt la partie déploiement des applications. Et donc, au travers de ces méthodologies, des outils qu'on va pouvoir mettre en place sur cette partie, la chaîne de développement, on va pouvoir déployer rapidement des nouvelles applications dans un environnement cloud. Et quand je parle de ça, c'est mes devs, ils vont faire leur développement dans un environnement local. Une fois que c'est contrôlé, grâce à la CI/CD, je vais pouvoir le pousser en mode recette. On fait les tests. On pousse ensuite sur de la pré-prod. On peut encore faire de la modif à ce moment-là. Et une fois qu'on a validé, on pousse automatiquement sur de la production. Et la production, on ne la touche plus. Et tout ce mécanisme-là, en fait, on arrive à l'automatiser. Et donc, on arrive à gagner un temps qui est assez important sur les déploiements. On constate chez des clients qui sont plutôt aujourd'hui sur des déploiements. On a des clients qui sont sur des déploiements manuels. On les a amenés sur cette démarche-là de CI/CD. Du coup, ils ont réduit leur coût en fait, de déploiement et surtout de mise à jour aussi des applications, puisqu'on rentre vraiment dans cette partie automatisation et on respecte tout un format et on n'a pas besoin de redévelopper à chaque fois ou se dire tiens, quand j'ai poussé mon application, pourquoi là ça me fait ça et là ça me fait pas ça. Là, on est vraiment sur des standards qu'on se définit en amont, qu'on écrit, et ce qui amène aujourd'hui à avoir une automatisation et une disponibilité qui est beaucoup plus importante et des performances plus importantes aussi dans ces sujets de déploiement. Ouais, juste rajouter un point. En fait, dans CD, c'est déploiement, c'est-à-dire qu'on prend l'application et puis on la pousse au cloud. Dans cette phase-là, on a aussi, donc on met à disposition aux développeurs, à travers des standards, comme Julien l'a dit, des modules que les développeurs peuvent utiliser. Je vous ai dit avant, en fait, le problème du cloud, c'est que c'est trop facile à utiliser. On peut créer une machine, on peut créer plein de services comme ça en 3 clics sur l'interface. Ça, en fait, il faut proscrire. C'est-à-dire qu'on ne donne plus les droits aux développeurs, ou en tout cas aux personnes qui interviennent là-dessus, à livrer des applications avec des clics droits, des trucs comme ça sur l'interface. On va partir par des modules qu'on va documenter. Et dans ces modules, nous, on aura déjà intégré dans les templates de modules que les développeurs vont utiliser, on aura déjà intégré dedans nos standards de sécurité, ce qu'on autorise, ce qu'on n'autorise pas, les endpoints possibles, etc. Tout va être réglé au préalable pour qu'ensuite on ait une complète autonomie des développeurs sur la plateforme cloud. Et donc c'est comme ça qu'on vient sécuriser à la fois la plateforme cloud et donner de l'autonomie aux développeurs et donc au métier pour du déploiement rapide, pour de l'accélération du time to market, avoir des nouvelles solutions hyper rapidement, etc. etc. C'est vraiment ça la strat. Et on va aussi pouvoir mettre des contrôles continus dans toute cette chaîne-là. C'est-à-dire qu'à chaque étape, on va pouvoir mettre des contrôles de sécurité, des contrôles autres, ce qui fait qu'on peut aussi bloquer un déploiement à un moment donné parce qu'on a un non-respect. Et donc, du coup, ça rentre de nouveau dans une démarche et on va solliciter les équipes de dev, les équipes métiers. Tiens, est-ce que c'est normal qu'on ait cette situation-là? L'autre point qu'on a déjà évoqué juste avant, c'est la partie sécurité, et ce qu'on appelle security by design. Ça veut dire qu'en fait, on intègre la sécurité, on pense la sécurité dès le départ d'un projet. Ce qu'on constate, encore une fois, c'est en fait, on va dans du cloud, et puis on se dit, la sécurité, on la fera après. Moi, mon objectif, c'est de déployer ma nouvelle application dans le cloud, il faut que j'aille vite et autres. Ça, c'est aujourd'hui une erreur, parce que une fois qu'on a déployé la sécurité, on se dit, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Je suis dans le cloud, donc en fait, le clouder, c'est lui qui est aussi responsable de tout ça, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc il est important, quand on a un projet, même dans une phase d'initialisation, de réflexion, de se dire, mais comment je vais sécuriser mes accès, comment je vais sécuriser mes données pour qu'elles ne soient pas en fait, accessibles à n'importe qui. Aujourd'hui, c'est très facile, ce qu'on a dit avant. Ouvrir un service cloud, vous prenez une carte bancaire, vous l'ouvrez, vous mettez de la donnée dessus, et puis elle peut être très vite exposée si on n'a pas fait ce qu'il fallait en amont, si on n'a pas bien pensé la chose. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et puis aujourd'hui, on parle beaucoup de cloud et le cloud souverain, le cloud, je mets tout chez AWS, chez Microsoft, c'est des Américains. Donc il y a cette notion aussi aujourd'hui de chiffrement des données qui est importante. C'est-à-dire qu'on va chiffrer la donnée pour que n'importe qui ne puisse pas y accéder. Et ça, c'est aussi une étape importante qu'il ne faut pas négliger. C'est-à-dire, est-ce que j'ai des réglementations, de la conformité qui m'imposent aujourd'hui d'avoir une protection de la donnée, et donc du coup il faut que je me pose la question du chiffrement.
Autre gros sujet, c'est le contrôle d'accès. Sujet très important aussi. Quand on est dans le cloud, on peut avoir des centaines de rôles, on peut avoir plein de comptes. C'est important de bien maîtriser toute cette partie-là, de le prévoir en amont, mais aussi d'être dans le suivi sur ces sujets de contrôle d'accès. Tout ça amène à avoir une réduction des risques. Hein. C'est l'objectif. Donc, quand on fait de la sécurité, quand on met en place une gouvernance, quand on met en place des politiques de sécurité qui sont liées à ces sujets du cloud, bah, ça permet de réduire les risques, d'avoir une conformité qui répond aux besoins d'aujourd'hui. Hein. On a de plus en plus de directives, de réglementations qui arrivent. On se dit c'est toujours plus, toujours plus. Le fait de pouvoir penser la sécurité dès le départ, bah, ça va réduire aussi les efforts derrière qu'il y a à mettre en œuvre pour atteindre ces directives et réglementations qui nous sont imposées. Et Julien, je ne sais pas si on l'a dit correctement avant ou pas, mais les services cloud aujourd'hui, la différence entre un service cloud et un service dans un data center on-prem courant, en fait, c'est que un service cloud, il tourne avec une identité. Dans un service standard, un serveur qu'on aurait dans notre salle informatique, ce serveur, il tourne des choses, il a une identité au sein de potentiellement de l'Active Directory. Enfin, bref, il a peut-être une petite identité, mais par contre, pour toucher à ce serveur, il faut ouvrir la porte de la salle informatique. Sur le cloud, c'est un peu différent. Il n'y a pas de porte. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va passer sur une identité. La machine, quand elle se lance, elle a une existence parce qu'elle s'exécute à travers un rôle et des restrictions dans le clouder. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si demain, le service que je mets dedans, il se fait pénétrer, il y a une personne qui rentre dans le serveur, une personne malintentionneuse qui arrive à rentrer dans le serveur, eh ben, elle peut exploiter cette identité pour toucher toutes les machines, mais sans passer par le réseau. On ne parle pas par un flux, on ne parle pas de firewall, etc. Là, on va passer par l'identité AWS, Azure, etc. Et donc, elle est en capacité, en dehors de la partie réseau, d'attaquer d'autres machines, parce que l'identité est réutilisée potentiellement par un autre service, ou par, peut-être que l'identité elle a des rôles admin, donc je peux créer plein de trucs, je peux m'amuser sur le clouder. C'est bien ça qu'il faut prendre en compte. Hein. C'est pour ça qu'on dit que la surface d'attaque est plus grande. En vérité, elle ne l'est pas. C'est juste qu'il faut maîtriser ces concepts-là. Et ça, c'est vraiment primordial dans le cloud. C'est pour ça que la sécurité by design, c'est crucial. C'est dès le début, c'est des questions qu'il faut se poser. Sinon, vous pouvez être sûr que si demain vous avez une faille dans vos systèmes, etc., ben effectivement, on donne une brèche à l'ensemble de l'infrastructure. C'est vraiment important à prendre en compte. Voilà. Un des autres points, c'est la partie maintien en conditions opérationnelles, ce qu'on appelle le MCO, qui est important. C'est-à-dire qu'il faut que j'ai une analyse continue de mes environnements. Ça passe aujourd'hui par ce qu'on appelle la supervision. Je vais mettre des sondes aujourd'hui qui vont me permettre d'avoir de manière très réactive des dysfonctionnements que je pourrais avoir, des brèches qui pourraient arriver sur de la vulnérabilité ou autre. Donc ça, c'est tout ce qui est supervision pour bien surveiller les performances, la disponibilité et les failles de sécurité qui pourraient arriver sur ces environnements. Là, on est dans le même modèle que si on était dans une infrastructure traditionnelle, pas de grands changements, mais c'est important de le suivre sur cette partie cloud aussi. Le deuxième, c'est toujours de bien veiller aux différentes ressources. Ce qu'on disait avant, ça peut, quand on est dans du cloud, ça peut fluctuer très vite. C'est-à-dire qu'on rajoute des nouveaux services, et donc du coup, on va aussi augmenter les coûts derrière. Et pour faire ça, il faut vraiment avoir cette vision aujourd'hui sur son environnement cloud, avoir une capacité de réagir très vite pour optimiser en fait l'infrastructure. Et ça, on ne peut pas attendre tous les 6 mois, ou même sur certains cas, on ne peut pas attendre tous les mois, parce que ce sera déjà trop tard, on aura la facture qui aura explosé, on va se dire, en fait, le cloud, ce n'était pas forcément une bonne idée non plus. Et le fait d'avoir cette surveillance continue sur l'optimisation, sur les ressources, sur le fait que j'ajoute des choses, va permettre en fait de stabiliser, ce qu'on verra juste après sur un exemple client, de stabiliser en fait cet environnement cloud. Et puis sur le dernier point, quand on parle de maintien en conditions opérationnelles, il faut aussi intégrer la partie sécurité. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est on donne la capacité aujourd'hui aux développeurs d'aller provisionner automatiquement des nouvelles applications, d'être autonomes sur ces sujets-là.
Mais du coup, ça crée de l'autre côté un manque de vision sur la sécurité. C'est-à-dire que les équipes sécurité, elles perdent un peu de visibilité sur tout ce qui peut se passer puisqu'on a donné de l'autonomie de l'autre côté. Donc pour faire ça, il faut mettre en place ce qu'on appelle une gouvernance et il faut faire en sorte que les équipes de sécurité, les équipes d'infrastructure, les équipes de développement puissent avoir une visibilité sur tout ce qui se passe en termes de sécurité et qu'on puisse anticiper les sujets qui peuvent arriver autour de cette thématique-là. Donc là, c'est ce qu'on appelle la mise en place d'une gouvernance cloud. Du coup, un des points à ne pas ignorer, on l'a déjà dit à plusieurs reprises, c'est la formation des équipes. Alors, quand on va aller sur le cloud, les ingé systèmes et réseaux qu'on a dans l'entreprise, leur métier va légèrement changer. Donc il faut les accompagner dans ce changement pour pas qu'ils fassent un rejet de cette nouvelle plateforme. Il faut intégrer dans leurs compétences les compétences cloud qui vont leur permettre effectivement d'accepter et de rentrer effectivement dans la phase projet et qui soient intégrés au move to cloud. Il y a aussi un changement effectivement de culturel, parce que du coup on donne aux développeurs plus de souplesse, on donne au marketing plus de souplesse. Donc il faut effectivement faire une transition et ce changement culturel dans l'entreprise pour optimiser l'usage du cloud. On peut très bien aller sur le cloud sans réaliser cette partie-là, mais du coup on n'en tire pas tous les bénéfices. Et important d'intégrer effectivement et de réussir à capter les leaders parce que c'est eux les meilleurs ambassadeurs de ces transitions-là. Il faut absolument les intégrer, mais je ne vous apprends rien. Je pense que dans la conduite du changement, c'est assez standard. Alors, on va parler d'un use case client. RCF, qui est un client en Scaif, qui est un client vraiment intéressant parce qu'en fait, il a fait deux choses. Il a fait à la fois un changement technologique de son application principale et un move to cloud de toute l'infrastructure autour de cette application stratégique. Et en fait, donc l'entreprise qui a réalisé le développement de ce système-là, elles aiment bien le cloud, elles connaissent le cloud. Ben oui, je vais sur AWS, je livre mon service, c'est hyper cool, ça marche bien. Et puis on sait tous faire, le cloud, c'est super facile. Donc cet acteur a développé l'application, l'a mis sur le cloud, sur des machines virtuelles, etc. Et puis arrive le jour où le client RCF réalise une mise en production. Donc ils ont mis en production l'application et en fait ils ont découvert que l'application elle était catastrophiquement peu performante et donc ont eu pas mal de problématiques puisqu'ils n'ont pas exploité correctement la plateforme. Donc ils ont eu des problèmes de résilience et de scalabilité. Ils n'avaient pas anticipé le volume d'utilisateurs qui allait atteindre la plateforme, mais dans l'architecture qu'ils avaient construite, l'architecture n'était pas scalable en tant que telle. Donc ils ont fait quoi? Ils ont pris des machines multipliées par 10, des gros CPU, de la grosse mémoire, mais du coup ça tient toujours pas, j'ai d'autres problèmes. Du coup maintenant c'est ma base de données, et puis après c'est mon flux. Enfin, ils sont rentrés dans un engrenage comme ça et ils sont arrivés avec une autre problématique qui est apparue derrière, c'est le coût. Et finalement, ça me coûte hyper cher, ça marche pas, votre truc. 1, c'est pas performant. 2, ça me coûte trop cher. 3, j'ai de moins en moins de visites sur mon site et mon SEO se casse la gueule. Donc, ils ont eu un ensemble de problématiques et du coup, ils ont fait appel à Scaif pour les accompagner dans cette transition. Donc, nous, on a dû réaliser effectivement un ensemble d'audits de la app, à la fois applicatif et infrastructure. Et on a fait grosso modo la partie. Grosso modo, on a réalisé comment dire, la transformation de l'application pour qu'elle soit cloud native. Donc on a réalisé la containerisation, on a changé des composants de l'applicatif, grosso modo on a changé en fait on a fait de la transfo de cette application qui venait d'être développée, quoi. Donc c'est-à-dire que les mecs ont développé une application qu'ils ont runée sur le cloud, mais de manière avec des techniques anciennes, on va dire. Et du coup, en allant sur le cloud, ils se sont confrontés à toutes les problématiques du cloud. Objectif, du coup, on a réussi à stabiliser la partie performance. On avait quand même encore des gros volumes de coûts. On a travaillé les coûts et puis aujourd'hui, notre client est hyper satisfait. Le SEO revient, grosse visite, une grosse croissance sur le nombre de visiteurs et les coûts plutôt stables. Tout ça parce qu'effectivement, on a une meilleure connaissance du cloud et l'acteur, comme pourrait faire n'importe quelle personne dans votre entreprise, déployer une application sur le cloud, c'est pas si anodin que ça.
Non, ça marche. Ouais. Donc, pour réussir la transition, ce qu'on a fait, c'est que premier point, on est arrivé, ok, ça vous coûte trop cher, il y a un gros problème de perf, ok, on comprend. Donc, est-ce qu'on a des services, est-ce qu'on a des engagements de réservation? Oui, non. On met en place des engagements de réservation, tout en prenant en compte la stratégie qu'on avait posée sur l'évolution de l'applicatif. On a réussi à réaliser à peu près 60% d'économie. Il faut savoir que si vous engagez sur 3 ans sur des services qui proposent des engagements, vous pouvez gagner jusqu'à 60% du coût sur le cloud, ce qui est assez énorme. On a travaillé tous les flux réseau, les flux sortants vers Internet, les flux transverses, les zones de disponibilité. Est-ce que vous avez vraiment besoin de 3 zones de disponibilité? Est-ce que ça suffit pas, etc. Donc on a travaillé tout ça. On a mis en place du cache, front, tout ça pour optimiser jusqu'à 20% des flux, c'est-à-dire on réduit les flux qui rentrent dans l'infra. C'est l'objectif de cache front. On a mis en place du serverless, on a supprimé toute la partie WSO2 qu'ils utilisaient, qu'ils n'arrivaient pas à maîtriser parce que c'était une technologie qui était très complexe à maintenir. On est passé sur du Cognito, on a mis en place le Aura serverless pour la partie base de données. Enfin, bref, on a utilisé les composants du cloud, on a continué notre modernisation en fait, et là on a optimisé jusqu'à 20% des coûts de maintenance d'ailleurs. Et puis ensuite on a mis en place du multi-cloud. RCF, c'est une radio qui utilise beaucoup de podcasts. Et du coup, on avait un gros problème, c'est que le trafic sort en AWS nous coûtait vraiment très très cher. C'était 0,06 centimes le giga. Et c'était énorme pour ce client-là. Et donc du coup, on a déplacé toute la partie podcast sur un autre clouder, sur Scaleway, sur lequel Scaleway aujourd'hui, ça nous coûte, je crois que c'est 100 €, peu importe le flux, pour sortir tout le trafic podcast vers Internet, vers les utilisateurs. Et puis on a réalisé quelques autres optimisations qui sont du stockage S3, etc. Donc on a fait une économie moyenne de 40% en mettant en place cette technique sur ce cas client. Alors, on passe sur les pièges, on accélère. Donc les pièges, c'est il ne faut pas négliger l'analyse des besoins, c'est initial. Et puis mettre en place une bonne planif avec mettre en place des plans de performance, des tests de charge, ce genre de choses. Il ne faut pas sous-estimer les coûts liés au cloud à long terme. Lift and shift, c'est facile, mais c'est le long terme qui fait mal. Et il faut effectivement ne pas ignorer la sécurité de la phase de conception. On l'a assez dit, je pense. Les tendances du cloud. Ouais, pour terminer, le cloud aujourd'hui, on ne peut plus trop y échapper. En termes d'évolution, en termes de transformation digitale des organisations. Aujourd'hui, une entreprise qui développe un nouveau logiciel, il ne va pas le développer pour l'installer en local, ça va plutôt être dans un modèle cloud. Donc aujourd'hui, le cloud, on y va tous, on nous y amène. Il y a des tendances, il y a plein de conférences aujourd'hui autour de l'IA. Aujourd'hui, l'IA, c'est un des sujets qui nous amène indirectement vers le cloud. On ramène rarement une infrastructure qui permet d'héberger de l'IA dans son entreprise, parce que ça a des très grosses consommations de ressources. On a des sujets de cloud hybride. Le cloud hybride permet, par exemple, pour donner un exemple, d'assurer des plans de reprise d'activité, c'est-à-dire qu'on a une infrastructure chez soi. J'ai besoin d'avoir de la disponibilité parce que mon service est important, parce que je ne peux pas laisser les personnes à l'arrêt en cas de cyberattaque, pour donner un exemple. Du coup, je vais construire un plan de reprise d'activité et je vais mettre en fait ce plan de reprise dans du cloud parce que ça va me coûter moins cher. Je vais juste payer le stockage de la donnée et je ne vais pas payer le fait que j'ai besoin de serveurs ou autre. Je vais payer que quand je l'active. Donc voilà, le cloud aujourd'hui, on y va. Tout le monde va y aller. Tout le monde va avoir un petit bout dedans, un petit pied dedans. Et donc, il est important de prendre en compte tout ce qu'on s'est dit justement avant. Alors, pour finir, le petit rappel sur les clés d'une bonne stratégie cloud aujourd'hui. La réflexion. Encore une fois, je l'ai dit, c'est pas parce que le confrère ou le copain d'à côté allait dans le cloud et il a utilisé ça que pour vous, ça va fonctionner. Donc, il faut vraiment adapter sa stratégie. Ça, c'est un point important. Deuxième point, la modernisation. On le répète. Prendre ce qu'on a, le mettre dans notre cloud, ça va marcher, mais dans le temps, ce n'est pas la bonne stratégie. Et il faut travailler cette partie modernisation une fois qu'on est dans le cloud. Et puis la partie sécurité, on le sait tous, c'est un vrai sujet aujourd'hui, qui n'est pas forcément simple toujours. Mais dans du cloud, il faut aussi prendre cette notion de sécurité en compte.